Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de la télévision Shekina. D'abord, les titres de cette édition d'information. Lambaréné, la capitale migovéenne, est sous l'état d'ordure. Les raisons de cette insalubrité galopante, les difficultés que rencontre Gabon Propre Service en charge du ramassage et de la collecte des ordures. Un reportage tout à l'heure avec Euphrem Biyogedzo. Sport, football, le ministre des Sports, Alain-Claude Bilibinze, vient de réunir en urgence le bureau de la Ligue nationale de football professionnel sur les solutions de sauvetage du National Foot. Un élément qui sera en détail tout à l'heure avec Ulrich Sima Ella. Rebonsoir à tous, merci de votre fidélité à notre édition d'information du soir. 19h30 ici à Libreville et partant le territoire national à Isonoko Djemoyoeba et Nkoeba dans le département d'une thème habitat. Mais nous allons d'abord du côté de Lambaréné pour parler de l'insalubrité qui est galopante dans la ville du Grand Blanc. Une situation qui s'explique par les difficultés structurelles que rencontre la société en charge du ramassage des ordures Gabon Propre Service. Un reportage de Frémieux sur les images de nos confrères de G3 Lambaréné. Dans chaque coin de rue, on y trouve des décharges aux conséquences désastreuses. La ville du célèbre docteur Albert Schweitzer se trouve curieusement transformée en une décharge à ciel ouvert. Première conséquence de cet immobilisme administratif, le siège local de la Croix-Rouge qui a préféré fermer ses portes. Les raisons sont toutes simples. L'état d'immondice qui entoure l'habitacle sont à l'origine de ces désagréments. Vous voyez le bureau de la Croix-Rouge fermé, c'est tout simplement parce que nous sommes un peu gênés par cette poubelle. Nous avons eu la visite ici de certains volontaires qui, n'est-ce pas, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand c'était la Mébèche qui, n'est-ce pas, était venue pour une formation ici à Lambaréné. Ils ont publié, ils ont filmé cette poubelle qui est carrément, je peux dire, à l'intérieur de la Croix-Rouge parce que ça nous empêche de travailler. Ils ont balancé ça sur la toile, ce qui ne nous arrangeait pas déjà. Et je vous dirais qu'on a fait toutes les démarches possibles pour qu'on vienne nous enlever cette poubelle-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Nous sommes allés voir les plus hautes autorités de la ville qui, eux aussi, ils ont essayé de voir les personnes en charge de la poubelle. Mais malheureusement, cette situation reste toujours la même. Du côté de l'autorité municipale, rien n'a filtré, sauf que les migovéens n'en peuvent plus. Les risques sur la santé des usagers sont bel et bien présents. Nul n'est à l'abri d'une épidémie. Pour nous là, vraiment ça nous gêne. Mais même les odeurs, ça sent toujours. Tous les jours on est là, on est embaumé avec les odeurs. Pour nous, ça ne nous fait pas plaisir. On ne sait pas, la mairie ne veut rien faire. Ils sont là, ils sont sourds. Une désolation qui dépasse l'entendement, dans la mesure où la société adjudicataire qui devait intervenir sur le terrain ne nous donne aucune explication. Or, au niveau de l'environnement, nous sommes complètement empoisonnés. Complètement empoisonnés parce qu'on est laissé pour compte. Or, ça ne devait pas. Pour des citoyens modestes comme nous, ça ne devait pas nous arriver. Et pour tout le budget qu'ils ont en main, que rien ne se concrétise, c'est anormal. C'est anormal. Selon des informations glanées par-ci et là, l'entreprise adjudicataire, à savoir Gabon Propre Service, rencontre des difficultés d'ordre structurel. La mairie gestionnaire de la cité dit prendre tout simplement acte de la situation. Une question, dit-on, est au premier rang de ses priorités. Nous restons toujours à l'intérieur du pays. Le quartier Saint-Mangué à Port-Gentil est en proie à d'énormes difficultés, comme bien d'autres quartiers de cette municipalité. Au nombre de ces difficultés, il y a l'adduction en eau potable qui incommode le quotidien des populations qui y vivent. Un reportage d'Extranel au Vonondon des Médias Plus Port-Gentil. L'eau et l'énergie font partie des priorités dans le quotidien des populations vivant en zone urbaine. Mais force est de constater que bon nombre de quartiers de cette belle cité économique souffrent encore de ces carences. Outre la difficulté de communiquer de façon fiable dans cette zone, faute de la livraison totale des travaux de leur nouvelle route, les riverains de Saint-Manguier n'hésitent pas de relever le calvaire auquel ils sont confrontés ces dernières années, notamment le fait de s'approvisionner en eau potable. Pourquoi
on ne nous finit pas notre route. Et pourquoi aussi? Parce qu'il y a un problème d'eau aussi. Un problème d'eau. On a demandé des pompes publiques. Elles n'ont pas été mises. C'est sur ce terrain qu'on a lancé les travaux de construction de cette route d'électrification ou d'adduction d'eau. C'est sur ce terrain. Mais qu'on revienne pour inaugurer cette route. On attend la finition des travaux. Pour ceux qui se sont procurés des compteurs d'eau et d'électricité, le désarroi reste quasiment partagé. Les délestages de Dame SEG sont de plus en plus encombrants dans les ménages. Rupture de courant et d'eau pour la SEG. Parce que là, deux fois, on fait 3 jours sans eau et courant. Et ça, c'est vraiment... On a perdu des vivres. Hein? On ne travaille plus. Quand tu as un peu ta réserve dans le congélateur et tu passes 3 jours, ça c'est vraiment compliqué. Hein? Si on perd ces vivres-là, on fait comment? Voilà une situation qui reste d'actualité dans plusieurs quartiers populaires de la ville de Sable. Alors que l'avènement de la route dans cette partie du 4e arrondissement devrait permettre de combler ces insuffisances. Nous restons toujours à Port-Gentil, la capitale économique. De ce côté, l'insécurité est aussi de plus en plus préoccupante chaque jour. Les malfrats n'hésitent pas un seul instant à s'introduire dans les domiciles qu'ils vandalisent avant d'emporter appareils électroménagers. Mais mal en a pris certains qui ont été très vite rattrapés par les forces de l'ordre et conduits au poste de police judiciaire. Marie Geoffroy Nonda, Média Plus, Port-Gentil, reportage. C'est une série de jeunes compatriotes arrêtés au terme de plaintes de concitoyens relatives à des vols perpétrés dans la cité pétrolière et déposés à l'antenne de police judiciaire de Port-Gentil. Le premier groupe, constitué de Moukani Junior alias Baby et Boussougou Mbumba Yorik alias Yoyo, aurait dans la nuit du 8 au 9 avril aux environs de 24 heures dérobé sur le site du chantier de Delors Service des câbles électriques, d'engins, pièces détachées, batteries, un fût de gasoil et divers autres équipements. Je suis à on partait à ramasser les traces. On arrive au chantier, on a pris le câble de cuivre avec le gasoil. Je ne sais pas dire, je ne sais pas si vous avez poussé ces jours-là pour aller faire ceci. En fait, on voulait le vendre. On a l'habitude de vendre ça à la décharge. Le second groupe, membre de la bande à Jules Harris, en cavale, opérait dans le vol des domiciles. Le dernier coup réalisé avec pour butin un téléviseur LED de 54 pouces, leur valant cette arrestation. Il m'a appelé, il m'a demandé un cadeau. Tu as la route, j'ai dit oui. Il m'a dit, tu as arrêté, j'ai dit je suis arrêté. Maintenant, en me demandant que tu as arrêté, il a dit, regardez à la route s'il y a des gens qui passent. Nous ne sachons pas qu'il était en train de poser un arbre, il était en train de voler. Oui, nous on l'a vu passer, chez lui à l'écran. Moi je me disais que c'était pour lui. Mais il m'a dit, restez là, je vais vous donner le jus. Moi, je n'étais pas avec lui, mais il m'a retrouvé ma fiche. Il m'a amené boire le vin. Bon, je ne sais pas quel argent qu'il avait, c'était un argent volé, je voulais jouer avec. Je lui ai fait part de mon problème, qu'il y avait un petit souci à la maison, il y avait un manque de gaz. Il m'a remis 5 000 pour payer la bouteille de gaz. Donc, l'argent qu'il m'a remis, c'était un argent volé. Ici, il a encore l'histoire. Normalement, c'est lui qui arrive casser la chambre du grand là. Maintenant, il a pris la télé, nous on était en route à côté du snack qu'on appelle le Guidouma. On ne savait pas encore ce qu'il avait. Il a dit, regardez un peu si à la route il y a des gens. On a regardé, on a dit, il n'y a pas de gens. C'est là d'où il est passé avec la télé, là il a mis ça sous les scènes. Des cas, en dépit de la jeunesse de leur auteur, qui illustrent bien le degré d'insécurité que connaît la cité pétrolière. Plusieurs concitoyens ayant déjà fait les frais de cette situation. Le volet éducation dans cette édition d'information nous conduit à Lambaréné, la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, où les élèves des classes de 3e et de terminale se planchent depuis quelques jours sur les examens blancs de BPC et de baccalauréat, lesquels examens blancs ont pour but de jauger la capacité de ces élèves à faire face aux examens nationaux de BPC et de baccalauréat dans quelques mois. Inès Ngungamambo, image G3 RTV Lambaréné.
La direction de l'Académie provinciale du Moyen-Ogooué organise depuis quelques jours les examens blancs du brevet d'études du premier cycle et baccalauréat. Au centre de composition et de correction du lycée Charles Méphane, 693 candidats ont répondu présents, ainsi qu'au centre Aubin-Georges Moudjekou, 436 candidats, et au centre d'Adiwa, 665 candidats. Ces examens ont pour but de mettre les élèves dans les conditions d'examen nationaux, mais aussi de jauger leur niveau de connaissance. Pour les chefs des centres, tout se passe dans de bonnes conditions. Composition de correction du lycée Monseigneur Jean-Baptiste Adiwa, les choses se passent parfaitement bien, excepté, on va le dire, quelques cas d'absence au niveau des surveillants, mais des cas minimes. Mais dans l'ensemble, les élèves sont là. Peut-être, nous dénombrons 10 élèves absents, mais dans l'ensemble, on peut dire que tout se passe parfaitement bien. Les sujets sont suivis, les enfants sont arrivés à l'heure, quelques éléments sont arrivés un peu à un léger retard, mais dans l'ensemble, tout se passe bien. Vous voyez, nous sommes presque à la veille des examens nationaux, donc nous voulons déjà mettre nos candidats, nos élèves, dans les conditions d'examen pour qu'ils aient déjà l'idée comment cela se passe à l'examen national. Oui, nous sommes sereins parce que déjà quand nous voyons dans la progression, dans nos progressions, ça va et qu'on attend l'examen final. Ce n'est qu'au sortir effectivement de cet examen blanc que nous allons juger si déjà nos enfants sont déjà aptes à passer l'examen. Mais d'ores et déjà, on peut vous assurer que non, nous partons le corps serein parce que nous avançons. Les épreuves ont été concoctées par la commission mise en place pour la circonstance, dont les résultats portent aujourd'hui des fruits au dire des candidats. On a commencé par l'épreuve de philosophie. C'était plutôt abordable. Je pense que ça va aller. Pour la suite? Ouais, pour la suite, je pense que ça va aller. Elle était abordable. D'abord, remercier la DAP, c'est-à-dire la Direction provinciale académique, qui a pris en compte le niveau de tous les établissements de la province. Donc l'épreuve de philosophie a été abordable au niveau de toutes les circonscriptions scolaires, c'est-à-dire au niveau de Moudjegou, Adiwa, nous tous nous étions satisfaits. Un peu compliqué pour moi, mais ça a été facile quand même. Quelles impressions sorties Au sortir de cette épreuve, je pourrais dire que les profs ont vraiment mis leur dessein pour nous concocter des épreuves assez vraiment, nous pourrons dire que c'est vraiment type bac et ça a été abordable. Les épreuves type 1, type 2, type 3 vraiment étaient abordables et c'était pas difficile. Espérons toutefois qu'au sortir de ces examens, les manquements des apprenants seront corrigés de manière à ce qu'aux examens nationaux, les résultats escomptés soient positifs. Nous restons toujours dans le volet éducation et à l'occasion de la clôture de ces activités, la maison du comte Mathias Ndembe a procédé ce matin à la foire expo des écoles comptant pour le comte itinérant en milieu scolaire dans sa 5e édition riche en enseignement. Les détails avec Inès Ngungamombo de la Savane et Yvon Bertrankou Milekandumba. 4 établissements en lice pour la foire expo des écoles initiées par la maison du comte Mathias Ndembe dans le cadre de la 5e édition du festival itinérant du conte en milieu scolaire. Seuls 3 ont répondu présents à ce rendez-vous de restitution. Ici, dessins, objets d'art, spectacles des contes figurant en bonne place. L'école primaire est le lieu indiqué pour l'apprentissage à la créativité afin de mettre en exergue les connaissances acquises. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir. Wow! De l'or! Partout! De l'or partout, je suis riche! La vieille femme était méchante. Elle aimait se moquer de la vieille femme qui se mettait à pleurer de tristesse. Alors, un soir dans la nuit, la femme bossue a décidé de quitter le village. Elle s'est enfuie dans la forêt noire. J'ai retenu que le trésor, c'est pas ce qu'on ramasse, le trésor, c'est ce qu'on cultive et qu'il ne faut pas se moquer des autres et il ne faut pas tricher. J'ai retenu que la jalousie et la méchanceté sont des vilains défauts et que aussi la recherche n'est pas ce qu'on ramasse
mais c'est qu'on cultive. Et aussi que il ne faut pas tricher, car si on triche, ça se retournera forcément contre nous. Selon Mathias Ndembe, la maison du conte a pour objectif d'amener les élèves de 3e et 4e année de faire un retour aux sources via le conte afin de transmettre certaines valeurs. C'est vraiment le lieu idéal si on veut former l'homme de demain. L'école primaire, c'est un moment, un passage inoubliable dans la vie de chacun de nous. Si on n'a pas assez travaillé son imaginaire, si on n'a pas assez cultivé l'effort, cultiver le goût du travail, comme ce fut dit dans un conte, eh bien, on aura tout raté. C'est que nous créons les contes. Nous créons la morale qui accompagne le conte. Nous créons les chansons qui accompagnent les contes. Donc, c'est pas de ramasser. Comme on dit dans un conte, la richesse n'est pas celle qu'on ramasse, la richesse c'est celle qu'on cultive. Eh bien, c'est le principe de fonctionnement de la maison du conte. Nous ne ramassons pas. Même si on va prendre un conte traditionnel, nous allons lui donner une forme contemporaine. Voilà en fait. Nous avons travaillé avec 4 écoles cette année. 4 écoles qui ont été formidables. Les élèves ont bien suivi, les enseignants aussi. On a créé des dessins, des objets d'art et des spectacles à partir des contes écoutés. Nous sommes satisfaits parce que l'objectif a été atteint. Un moment riche d'enseignement qui n'a pas laissé l'assistance indifférente et qui a émis le vœu de voir cette action se pérenniser. Le déroulement de ce festival, qui est le festival de contes, je ne sais pas tout l'intituler. En fait, nous apprécions l'initiative parce que c'est quelque chose qui a tendance à disparaître aujourd'hui, c'est-à-dire que savoir compter aux enfants des histoires qui ont derrière elles une moralité. C'est surtout cet aspect qui m'a intéressé dans ce festival-là. Donc il faut cultiver le goût de l'effort, il faut éviter la tricherie, mais à travers une histoire. Vraiment c'est utile et c'est instructif, quoi. Donc nous avons beaucoup apprécié, voilà pourquoi Providence. Le trésor d'Ogula Tonda, compté par le complexe scolaire Patrice Emery Lumumba, le collier d'honneur du complexe scolaire La Sagesse Divine et la femme bossue du complexe scolaire Providence Divine 2 ont reçu les certificats de participation et le rendez-vous a été pris pour la 6e édition. 11 mai 1981, 11 mai 2018, cela fait exactement 37 ans que disparaissait le roi du reggae Bob Marley, laissant ses nombreux fans inconsolables. En ce jour anniversaire, la rédaction de la télévision Shekina est revenue sur le parcours et la biographie de cette grande voix de la musique reggae. We've got to stay alive. We're gonna Né le 6 février 1945 à Roden Hall, près de la paroisse Sainte-Anne, à Neil Mills, en Jamaïque, Robert Nesta Marley, de son vrai nom, est le fruit de la rencontre entre le capitaine Norval Marley, jamaïcain blanc d'origine anglaise qui travaillait dans la Royal Navy, et la jeune jamaïcaine noire, chanteuse et écrivaine Cedella Booker. Bob Marley était un chanteur jamaïcain, auteur, compositeur, interprète le plus connu au monde. Il devint une légende de son vivant, puis un mythe après sa mort. Mais la vie de Bob Marley est un mélange de rire et de souffrance, vivant dans un ghetto de Kingston, la capitale jamaïcaine, où l'eau et la nourriture se faisaient rares. Dans ce milieu hostile, Bob, à l'âge de 17 ans, va embrasser une longue carrière musicale qui le fera passer du statut de chanteur local au statut de chanteur international. Il abandonne ainsi son métier de soudeur. Il fit connaître la musique jamaïcaine, dont le reggae, avec son groupe Les Wailers, composé entre autres de Peter McIntosh, assassiné devant sa villa en Jamaïque en 1985. Sa musique très poétique et prophétique va séduire ses nombreux fans, aussi bien en Jamaïque qu'au-delà des frontières jamaïcaines. Mais l'engagement de Bob Marley ne lui apporte pas que des amis, il devint une cible. Ainsi, le 3 décembre 1976, il échappe à une fusillade juste avant le concert en plein air Smile Jamaica. Blessé, il s'en sort. Sa femme Rita Marley, gravement blessée, s'en remettra aussi. Bob se sent menacé
Il participe malgré tout au concert, même s'il craint pour sa vie. Il estime qu'il doit jouer et dénoncer ceux qui tentaient de rendre le monde mauvais. Après le concert, il s'exile. Il quitte la Jamaïque en janvier 1977 pour Londres. De retour d'exil en 1978, malgré la guerre civile et la répression dans son pays, il organise avec le mouvement jamaïcain le One Love Peace Concert pour réunir et réconcilier les opposants politiques de l'époque farouchement opposés, y compris ses propres agresseurs. Une tâche qu'il a parfaitement réussi. Les opposants politiques divisés entre eux et divisés avec le régime en place, tous sont montés au podium et se sont parlé au cours de ce concert qui a mis fin au désastre jamaïcain. Après cet acte de réconciliation de son pays, Bob ne vivra encore que 3 ans. Le 11 mai 1981, Bob Marley s'était à Miami, en Floride, aux États-Unis, à l'âge de 36 ans. La Jamaïque lui apporte des honneurs en lui offrant des funérailles nationales et même l'ordre du mérite. Artiste visionnaire et exceptionnel, son message de paix et de partage œuvre encore aujourd'hui et bien après sa mort. Musicien le plus connu pour avoir ouvert la porte du reggae à la planète tout entière et fait découvrir le mouvement Rastafari, lequel Damien, Ziggy, Stéphane, Cédella, Sharon et Stéphanie Marley, ses enfants, tentent tant bien que mal à pérenniser. C'était la grande voix de la reggae music Bob Marley qui disparaissait, il faut le rappeler, le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis d'Amérique, et dont la phrase célèbre était, je cite, « Football is freedom », le football c'est la liberté. Nous ouvrons à présent la page étrangère de cette édition d'information qui nous conduira à 100% en France. Naomi Musenga, 22 ans, est morte quelques heures après avoir appelé les urgences médicales. Les opératrices étant moquées d'elle en refusant de la prendre en charge. Son histoire continue de défrayer la chronique sur les réseaux sociaux et faire écho à d'autres cas à l'étranger. Reportage. Naomi Musenga avait 22 ans. Elle aimait la mode et la musique, était maman d'une petite fille. Le 29 décembre dernier, seule dans son appartement de Strasbourg, elle est prise de violentes douleurs. Elle appelle alors le SAMU. La conversation atterrante est enregistrée. Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Naomi finit par appeler SOS médecin qui, ironie du sort, lui envoie le SAMU. Elle arrive au CHU de Strasbourg plus de 5 heures après son premier appel à l'aide. Elle décède très rapidement. Il faut attendre plus de 4 mois et la pression de la famille pour que la direction de l'hôpital se décide enfin à ouvrir une enquête administrative interne. La décision d'ouverture d'une enquête repose bien évidemment sur une première analyse qui laisse à penser que les conditions de réception de traitement de l'appel n'ont pas été conformes aux bonnes pratiques. Naomi aurait-elle survécu si son appel avait été pris au sérieux? Impossible encore de le dire, mais pour l'urgentiste Patrick Pelot, consterné par la réponse de l'opératrice du SAMU, il est temps de réformer les plateformes de secours. Ce que je crains, c'est que ce soit une affaire qui ne soit pas isolée. Il ne faut pas rejeter tout le système, parce qu'il y a près de 30 millions d'appels au SAMU et ces drames sont très rares. Mais ça veut dire qu'il faut moderniser notre système, avoir une réforme de fond pour répondre aux attentes de la population. Les urgentistes ont demandé à rencontrer la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui dans un tweet annonce avoir saisi l'inspection générale des affaires sociales afin de faire la lumière sur les dysfonctionnements qui ont précédé le décès de Naomi Musenga. Nous restons toujours en France alors qu'Emmanuel Macron menait campagne au centre pour se rallier des déçus des deux bords. Aujourd'hui, c'est à droite qu'il fait sa politique depuis qu'il a la présidence de la République française. Une manière de renier les promesses de campagne, estiment certains reportages. Solennel, grave, Emmanuel Macron marche seul de longues minutes devant la pyramide du Louvre. Ce plan séquence diffusé le soir de son élection le 7 mai 2017 a marqué l'opinion. Il quitte le costume du candidat pour devenir président de la République.
Ce ne sera pas tous les jours facile, je le sais. La tâche sera dure. Je vous dirai à chaque fois la vérité. Mais 3 mois à peine après son élection, Emmanuel Macron est déjà plus impopulaire que François Hollande à la même période. Changement de stratégie, le chef de l'État décide d'occuper l'espace médiatique, comme ici, en février dernier, au Salon de l'Agriculture. Non, 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 vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Non, non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Donc, je suis content... Non, attendez, je suis content qu'on siffle dans le dos. Donc, le calme, c'est pas vous qui le donnez. D'après Benoît de Valicourt, expert en communication et observateur de la vie publique française, le message du président était devenu inaudible. Le président a dû peut-être reprendre la parole et essayer de combler cette absence du message politique de son action. Et il le fait peut-être maintenant alors avec beaucoup plus d'empressement et en essayant de s'adresser à tout le monde, à la France d'en bas et à la France d'en haut, puisqu'on dit qu'il est le président des riches, mais le président des riches va dans les campagnes pour parler aux campagnes. Pour parler à tout le monde, le chef de l'État privilégie les réseaux sociaux. C'est un succès. À l'image de ce tweet après la conférence climat à Paris, le message fait le tour du monde et génère près de 400 000 likes. Regardez bien, les messages d'Emmanuel Macron sont toujours adaptés aux réseaux, sont toujours justes, utilisent des images, des vidéos, mais sont assez classiques, c'est-à-dire sont du top-down. Je vous donne une parole, je vous informe. On pourrait presque par moments dire que c'est finalement des communiqués de presse bien adaptés qui sont faits. Donc une communication officielle, claire, nette, propre, mais traditionnelle. En alternant communication institutionnelle et numérique, le président de la République occupe en permanence le devant de la scène médiatique et politique. Emmanuel Macron laisse peu de place à ses ministres et à son chef de gouvernement. D'après les instituts de sondage, Édouard Philippe souffre encore d'un déficit de notoriété. Du sport à présent, le Palais des Sports de Libreville, qui était jusque-là privé d'activité et après l'organisation de la CAN de handball par notre pays il y a quelques mois, sera désormais mis à la disposition d'organisateurs d'événements sportifs et culturels. Ainsi en a décidé le nouveau patron des sports, Alain-Claude Billy-Bizet. Ulrich Simaïla, reportage. Inauguré le 16 janvier 2018, le Palais des Sports de Libreville reste toujours un grand cauchemar pour y accéder après la Coupe d'Afrique de handball que le Gabon a abrité. Ce joyau architectural est fermé aux organisateurs d'événements sportifs, alors que nous savions très bien qu'il se pose d'un problème d'infrastructure sportive au Gabon pour certaines disciplines sportives. Lors de la passation des charges, le ministre sortant des Sports n'a pas manqué d'évoquer cet aspect. Le ministre sortant que je suis peut se permettre un avis. Si le palais des sports doit être géré par ceux qui gèrent les stades, ce ne sont pas les arbres qui poussent au milieu de la pelouse que ces gens-là vont le publier, ce sera les fondements du palais des sports. Donc de mon point de vue, avec autant de délicatesse technologique, il va falloir trouver un moyen idoine pour gérer notre palais des sports. En programmant une séance de travail dans ce joyau, le nouveau ministre des Sports en a profité pour le visiter en se prononçant pour la mise en disposition probable du palais des sports pour des événements sportifs et culturels. Je suis venu en tant que spectateur pour la CAN de handball et là j'ai pu visiter les installations, elles sont très modernes et il faut surtout faire en sorte que ce bel édifice soit bien géré, soit bien entretenu, parce que l'un des défauts que nous avons ici dans notre pays, c'est qu'on construit de beaux édifices et qu'on n'entretient pas. On verra comment entretenir pour que l'édifice soit à disposition des sportifs et des acteurs culturels, parce que c'est ça le palais du sport et de la culture. Le ministre des Sports mettra en place une commission spéciale pour la gestion du palais des sports, une nouvelle qui sera bien saluée par l'ensemble des dirigeants des différentes disciplines sportives. Que tout ceci ne soit pas juste des affaires d'annonce, car nos sportifs ont besoin de ce terrain approprié pour mieux exprimer leurs talents. La 8e édition du championnat national de football 3e division s'est déroulée du côté du stade du lycée Bessieux et cette rencontre a opposé effectivement le CF du lycée Bessieux à Mangasport. Le premier évolue sur ses propres installations. Détails et commentaires avec Yasser Nicolandon. 8e journée du championnat national de 3e division, 16h, le FC Bessieux recevait Mangasport sur ses propres installations.
La 8e journée de la phase retour de ce championnat s'annonçait déjà rude pour les deux formations qui avaient pour objectif prendre les 3 points. Manga va ouvrir la marque sur une erreur de la défense en face 1-0. Le FC Bessieux ne tardera pas à remettre les pendules à l'heure quelques minutes plus tard. Un but partout, c'est le score à la pause. Ces 15 minutes de repos seront des moments clés aux deux entraîneurs de recadrer les joueurs. Ça va être mauvais pour nous. Ne pensez pas que le match il est déjà gagné. On est en déplacement. 1 point, c'est important. Mais là, vous repartez, on se calme, on joue comme on a l'habitude de jouer. On a perdu le ballon, on se repositionne. Fait le marquage 1 contre 1. Monsieur Brunet, dès qu'on dégage, faites monter vos défenses parce qu'à un moment donné, ils nous ont acculés parce qu'on jouait maintenant trop derrière. On remontait difficilement. Faites sortir la défense. Monsieur Stéphane, ne passez pas votre temps à dire oh, arbitre, il y a hors-jeu ou il y a faute. Non, monsieur. Il est libre de siffler ou n'est pas sifflé. On joue d'abord. À son avis, qu'il regarde s'il y a faute ici. S'il dit il n'y a pas faute, l'action continue, les gars. Et on ne joue pas en défense en ligne. On joue comme on a l'habitude de jouer tranquillement, tête posée. On a perdu le ballon. On se replace. C'est meilleur comme ça. C'est descendu encore. C'est penalty. S'il vient là, il vient encore pour toi. Hop, tu pousses un peu, tu mets le pied, tu mets le pied. En bas, tu tombes. Tu préfères. Dès qu'il y a un En seconde période, le spectacle est le même. Manga Sport revient à la charge, bien qu'ayant une défense assise, et sera une fois de plus récompensé en doublant la mise. L'adversaire en face, galvanisé par son 12e homme, pousse et égalise. 2 buts partout, plus rien ne sera fait et c'est le score à la fin de la partie. Mendy Kabangoy, président de la Ligue de football de l'Estuaire, nous donne ici son sentiment au sortir de cette journée. Nous sommes pratiquement à la 8e journée du championnat retour de la Ligue de football de l'Estuaire, la D3. Donc aujourd'hui, on vient à peine d'assister à un grand match entre Bessieux et Manga. L'aller, Manga a gagné 1-0. Le retour, ils ont fait 2-2 ici à Bessieux. Donc c'était vraiment un grand match. Vous constatez qu'il y a même un public vraiment assez nombreux. Mais je tenais seulement à signaler aux uns aux autres que la Ligue de football de l'Estuaire, dont j'ai la charge en tant que président de cette institution, nous avons déjà terminé les finales de la Coupe de la Ligue. Là, nous entamons déjà les derniers matchs, n'est-ce pas, du championnat retour, jusqu'à ce que nous allons, n'est-ce pas, mettre sur pied une formule d'une sélection. Et cette sélection a pour objectif, n'est-ce pas, de représenter la province de l'Estuaire, n'est-ce pas, lors du tournoi de l'indépendance. Et à côté de ça aussi, à l'issue, n'est-ce pas, de ce championnat, à la fin de ce championnat, nous allons donc voir à quel moment nous allons jouer les play-offs, n'est-ce pas, pour désigner les deux équipes qui vont, n'est-ce pas, représenter l'Estuaire lors de la montée en Super Pro 2. Nous restons toujours en sport. Le nouveau patron du département des sports, Alain-Claude Billy-Bizet, tout juste après la passation des charges, a réuni en urgence le bureau de la Ligue nationale de football professionnel afin de trouver des voies et moyens de sauvetage du National Foot aux arrêts depuis plus de 3 mois. Ulrich Simela. Après sa passation de service, le nouveau patron du sport, Alain-Claude Billy-Bizet, est désormais sur le terrain comme il sait bien le faire. Il a convoqué une réunion d'urgence avec le bureau de la Ligue nationale de football professionnel afin de trouver les voies et moyens pour sauver la saison sportive 2017-2018 qui arrive vers une saison blanche. Après avoir écouté la mallette de propositions apportées par le bureau de la LINAF, le ministre des Sports amènera en étude les différentes propositions. Les populations gabonaises dans tout le monde du sport et systématiquement en émoi dès lors que le championnat s'arrête. Et nous devons réaliser un certain nombre de performances. Et dès l'instant qu'il n'y a pas de championnat, on atteint vraiment des comptes de performance. La LINAF et l'association des clubs professionnels et amateurs ont fait un certain nombre de propositions que nous allons très rapidement mettre sur la table du gouvernement. Nous avons trouvé des hommes et des femmes ouverts et constructifs. Ils souhaitent pouvoir trouver une solution pour terminer l'année sportive dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais, mais surtout en tenant compte, bien sûr, des contraintes budgétaires actuelles de l'État. Et nous transmettons ce message très rapidement pour rencontrer un nouveau la LINAF dès le début de la semaine prochaine avec des propositions.
Le président de la LINAF, Brice Mbikanjambo, reste optimiste sur la poursuite du National Foot sous une autre forme afin de respecter le calendrier exigé par la FIFA en cette année de Coupe du Monde. Ce que nous retenons de ces échanges, c'est que le championnat est en arrêt et nous sommes venus avec des propositions concrètes. Nous ne pouvons plus aujourd'hui, en toute objectivité, envisager l'organisation d'un championnat dans le respect de son calendrier intégral. Il faut sauver la saison. Sauver la saison. Elle a démarré, elle n'est pas à son terme, il faut la sauver. Pour la sauver, nous avons simplement proposé que nous puissions jouer la fin de la phase aller, c'est-à-dire les 7 journées qui restent, et organiser un système de play-off avec 4 ou 6 équipes, c'est selon, mais un système de play-off où ce n'est pas la formule coupe qui sera retenue, mais plutôt la formule championnat, pour essayer encore une fois d'augmenter le nombre de matchs. Et nous pensons que cette formule, si elle rencontre l'assentiment bien évidemment du ministre d'État, nous pouvons l'organiser sur un maximum de 5 semaines. Et en 5 semaines, on peut parfaitement avoir un champion et une saison qui est sauvée, aussi bien en première division, en deuxième division. Le championnat national de première division et de deuxième division est arrêté depuis le 18 février. Depuis cette date, Brice Mbikanjambo n'a cessé de se battre afin de remédier à la situation en multipliant les concertations au plan national qu'international. Et voici à présent la rubrique Expression libre. La question du jour vous a été posée par Mosconi Ngonumba, à savoir que vous rappelle la date du 11 mai dans le monde musical. Que vous rappelle la date du 11 mai La date du 11 mai me rappelle le décès de l'artiste jamaïcain Bob Marley. 11 mai. Je sais pas. Dans le monde musical, nous rappelle la mort de, je crois, le grand Bob Marley. Le grand Bob Marley. Quand moi j'entends 11 mai, je vois directement le chanvre partout dans Libreville. Mais qui? Bon, en principe, c'était une plaisanterie. C'est quoi? C'est pas l'anniversaire de la mort de Bob Marley? Le 11 mai. Le 11 mai, c'est la fête de Bob Marley. Dans le monde musical, le 11 mai, je crois que c'est la fête des reggaeman à cause de Bob Marley. Vraiment, je n'ai aucune idée sur la date du 11 mai par rapport à la musique. Bon, moi surtout, le 11 mai me rappelle le décès de Bob Marley. Hein. La date du 11 mai, oui. Tu me rappelles la date du 11 mai dans le monde musical? La mort de Bob Marley. Le 11 mai dans le monde musical nous rappelle la mort de Bob Robert Nesta Marley, décédé le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis d'Amérique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.